Nous poursuivons nos auditions dans le cadre de notre commission d'enquête sur les agences et opérateurs de l'État. Monsieur le Président, Madame la Directrice, Madame la Directrice adjointe, Monsieur le Président précédent, chers collègues, nous recevons aujourd'hui Monsieur Jean Verdier, Président, et Madame Laurence Verdeau et Madame Laurence Forêt-Aune, Directrice adjointe, et Monsieur Philippe Henry, donc ancien Président, de l'Agence Bio, dont le nom complet est Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique. Il est utile de citer ce nom dans son intégralité pour mieux comprendre les missions de votre agence. L'Agence Bio est en effet chargée depuis 2001 de la promotion de l'agriculture biologique, du suivi statistique de la filière, de l'information des consommateurs ainsi que de la gestion du fonds Avenir Bio destiné à soutenir le développement de la production biologique. Lorsque nous avons contacté pour vous convier à cette audition, il y a près d'un mois, nous ne savions pas que vous seriez aujourd'hui au cœur de l'actualité. En effet, le ministère de l'Agriculture a annoncé ce mardi 20 mai la suppression de 5 millions d'euros dévolus à la communication de votre agence et la suspension de 10 millions d'euros alloués également à votre agence pour le soutien des projets pour l'année 2025. Cette annonce intervient alors que la Cour des comptes, dans son rapport publié en 2022 sur le soutien à l'agriculture bio, souligne que l'Agence Bio ne dispose pas de moyens suffisants au regard de ses missions, notamment en matière de communication. La Cour des comptes appelait alors à vous donner plus de moyens humains et financiers, notamment par une mobilisation financière accrue des interprofessions agricoles et par l'augmentation des subventions pour charges de services publics. Évidemment, une première série de questions s'impose. Pouvez-vous nous confirmer les informations parues dans la presse? Avez-vous été associé au préalable à ces éventuelles décisions et quelles en sont les conséquences concrètes sur votre activité? Je suis sûr que vous aurez à cœur de nous éclairer sur cette question importante et même majeure au regard du budget de votre agence. Ensuite, nous souhaiterions nous arrêter aujourd'hui sur la particularité juridique de votre agence. En effet, sa forme est celle d'un groupe d'intérêt public, un GIP, et non d'un établissement public. J'aurais donc quelques questions à vous poser à ce sujet. Pour quelles raisons cette forme juridique a-t-elle été choisie? Quelle est la participation des différents partenaires au financement de ce GIP? De même, dans quelle mesure ces mêmes partenaires participent-ils aux prises de décision? Ne serait-il pas plus simple que ces missions soient exercées par un établissement public en concertation, bien entendu, avec les professions du secteur? À ce sujet, que pensez-vous du souhait exprimé devant nous par un responsable des syndicats agricoles d'une plus grande implication des professionnels agricoles dans l'agence bio afin de mieux aligner le développement de l'agriculture bio avec le marché? Pour terminer, et pour alimenter le rapport de notre commission d'enquête sur les agences et opérateurs de l'État, ainsi que sur les organismes consultatifs, nous sommes intéressés par toutes vos observations sur ce qu'apporte votre organisation en matière d'autonomie, de recrutement, de gestion budgétaire, mais aussi de relations avec vos tutelles et avec les autres administrations, évidemment. J'aurais en ce sens quelques questions et dernières questions. Quelles sont vos relations avec les autres administrations? Et pour terminer, quels sont vos liens avec les territoires, notamment avec les préfets, les collectivités territoriales, qu'il s'agisse bien entendu d'actions de communication ou du déploiement de fonds Avenir Bio sur les territoires? Les questions, évidemment, sont nombreuses et riches et elles seront d'ailleurs partagées avec Madame la rapporteure et puis notre collègue sénatrice. Mais d'abord, et avant de vous laisser la parole pour un propos introductif, d'environ 10 minutes, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement, de 45 000 à 100 000 euros d'amende. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Je vous invite donc à toutes et tous, toutes les personnes qui vont prendre la parole pendant cette audition, à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Et on est en polyphonie, donc tous les 4 ans. C'est parfait. Bah, écoutez, Monsieur le Président, je vous propose de partir sur ce propos introductif. Et puis, je laisserai évidemment la parole à Madame le rapporteur et nous poursuivrons cet échange avec les membres de la commission. Très bien. Merci, Monsieur le Président, Madame le rapporteur, Madame la députée. Mesdames et messieurs, l'Agence Bio est toujours aujourd'hui auditionnée pour recadrer dans le cadre d'une commission d'enquête sénatoriale, vous l'avez rappelé,
et les missions des agences d'État en général. Et je vous remercie, et Madame la rapporteure également, de nous auditionner, de nous donner l'occasion d'exprimer et d'expliciter nos missions. Bon, vous l'avez dit au préalable, c'est-à-dire qu'on vient de nous supprimer les budgets, et ce, avant que qu'on ait pu exposer nos missions et que vous ayez pu remettre vos propres conclusions. Sans aucune concertation, vous posiez la question avec les professionnels du secteur bio ou agroalimentaire. Donc voilà, c'était un peu... Enfin, rappelons qu'on est un groupement d'intérêt public avec 7 familles professionnelles et sur les 10 administrateurs, il y a 7 agriculteurs sur les 7 organisations professionnelles. Notre compréhension, c'est vrai, est un peu totale aujourd'hui. Ça, c'est quand même une baisse significative de 64%. Ça signifie un désengagement de l'État sur le bio. Et pour le chef d'entreprise que je suis, une telle annonce signifierait, si c'était dans mon entreprise que ça se passait, directement à la case tribunal de commerce. C'est un impact énorme. Or, l'agriculture bio est une agriculture d'intérêt général. C'est pour cela qu'elle a des objectifs gravés dans la loi des finances et dans la loi européenne et tout récemment dans la loi d'organisation agricole du mois de février. Et par ailleurs, c'est parce qu'elle se passe de pesticides de synthèse et à la clé, ça signifie moins d'indemnisation de victimes de pesticides, moins de maladies professionnelles pour les agriculteurs et malheureusement, on a beaucoup de procès actuellement. C'est aussi, surtout, l'arrêt des fermetures des captages d'eau, donc moins de dépenses pour les collectivités en retraitement pour éliminer les PFAS et les résidus divers que nous épandons sur nos champs. Le président Santini de la région Île-de-France, du CEDIF, a annoncé devoir investir 1 milliard l'année dernière, 1 milliard en nanofiltration pour justement potabiliser l'eau d'Île-de-France sur la partie qui distribue. Mais par ailleurs, il y a 30 000 points de captage. Comment on va faire dans les petites communes, si ce n'est avec les moyens de l'agriculture biologique qui permet justement de maintenir cette potabilité. Chaque ferme en bio, c'est de la souveraineté alimentaire en plus. C'est une balance commerciale qui sera en plume, car le bio n'importe ni d'engrais azotés, ni de tourteaux de soja du Brésil. Et c'est bien important. Moins d'un tiers du bio est consommé. Moins d'un tiers du bio consommé en France est importé. Donc 70% de ce que nous mangeons vient de France. Et ça monte même à 82% si on exclut les produits exotiques que nous ne produisons pas en France. Enfin, le bio, c'est 26 000 fermes qui vendent en direct sur le territoire. C'est de l'emploi non délocalisé. Et par ailleurs, je rajouterai qui crée le lien entre les agriculteurs et les consommateurs, lien dont on a bien besoin. Alors le bio, c'est une dépense, c'est un investissement collectif à haut rendement pour l'intérêt général et les finances publiques. Et tant que l'objectif national de bio de 21% dans les champs et de 20%, notamment dans les cantines, dans la loi Egalim, n'est pas atteint, il nous faut vraiment, et que nous n'avons toujours pas encore d'interprofession, c'est un secteur qui nécessite le bras armé de l'agence bio pour se développer. Et ce bras armé qui est l'agence bio, aujourd'hui amputé à 64%, elle ne peut plus effectuer ses missions, les 3 missions dont elle est assignée, d'intérêt général, et dont les ministres successifs l'ont chargée. Alors, quelles sont ces missions ? Premièrement, c'est tenir le tableau de bord, de publier les chiffres, de les collecter, de diligenter les études nécessaires sans indicateurs fiables et mesurables. Il est vrai qu'il n'y a pas de politique publique sur le bio. La deuxième mission, c'est financer la structuration des filières. Depuis sa création en 2008 par le ministre Barnier, le Fonds Avenir Bio n'a cessé d'augmenter. Il a construit plus de 350 infrastructures pour le bio Made in France. Voilà. Pourtant, au lieu de 18 millions, là, on va passer, vous le rappeliez, à 8,7 millions. Donc, c'est quasi une chute de 10 millions. Par ailleurs, notre mission est d'informer le citoyen, de lui expliquer pour qui consomme bio. Notre campagne collective, c'est Bio la France, démarre aujourd'hui. C'est le calendrier qui est comme ça. Elle a été co-construite avec les régions, les interpros, les ministères, les organisations professionnelles. Vraiment, tout le monde a été consulté pour faire une communication et créer des débouchés aux agriculteurs bio, mobiliser la grande distribution et les différents acteurs qui distribuent les produits. C'est inédit, c'est historique, c'est la première fois que le bio sera visible à la télé. Évidemment, faute de budget, car si nous sommes passés à 5 millions, l'année prochaine, c'est 0. Donc, faute de budget, ça s'arrêtera en septembre 2025. L'agence bio, que je qualifierais, si vous me le permettez, capitaine de France du bio,
largement bénévole de par ses membres, se trouverait ainsi au vestiaire, si vous me permettez la métaphore. Et encore, je dirais, je ne parlerai même pas des permanents. Par ailleurs, je laisserai donc la directrice et mon collègue de l'agence bio et mon collègue Philippe Henry, vice-président et ancien président, vous décrire l'effet domino de ces décisions dans notre présentation préliminaire qui a été prise par la ministre. Et bon, le tissu de nos fermes, de nos PME bio et de tout l'écosystème de l'agriculture biologique en général. Je vous remercie de votre écoute. Je passe la parole à mes collègues. Bonjour à tous. Si l'on rentre maintenant dans les détails concrets de l'impact de décisions qui nous ont été notifiées vendredi par notre tutelle, confirmée mardi matin et qui avait été annoncée en fait par Madame Genevard mercredi dernier. Cela veut dire que concrètement, sur le plan Avenir Bio, parce qu'on agit autant sur l'offre que la demande de bio, nous devions avoir 18 millions. C'était d'ailleurs dans les documents que nous avons signés avec le ministère, notre contrat d'objectifs et de performance et le plan Ambition Bio qui engage l'ensemble des acteurs. Et au lieu de 18 millions, nous avons donc 8,7 millions. Or, une fois payés les projets que nous avons engagés en toute fin d'année dernière, il nous restera 3 millions à distribuer, alors même que les dossiers affluent, c'est-à-dire qu'on a plus de 28 entrepreneurs qui nous ont déposé des dossiers, qui sont en attente. Et très concrètement, quand ils nous demandent 25 millions d'euros et que nous n'en avons même plus que 3 à distribuer, on voit à quel point nos moyens sont déconnectés des besoins du secteur. Et surtout, les financements qu'on nous demande, il y a une ombre portée énorme, puisque à chaque fois que quelqu'un obtient un euro du Fonds Avenir Bio, il va générer 1 à 3 euros de public-privé, de financement public-privé. Ça va être la région, ça va être l'agence de l'eau, ça va être des fonds de private equity comme le fonds de Sophie Protéol, ou ça peut être encore le Crédit Agricole. Donc potentiellement, chaque fois qu'un euro du Fonds Avenir Bio nous est retiré, c'est 3 euros de financement public-privé qui s'évaporent pour les porteurs de projets. Donc très concrètement, avec Laurence, on va prendre notre téléphone et on va par exemple appeler Delphine van der Merch, qui est à la tête de l'entreprise Les Petites Louches à Bernay, dans l'Eure, et qui s'apprêtait à construire une légumerie pour pouvoir fournir les cantines des mairies de Normandie. Bon, c'est dommage parce que la loi Egalim prévoit un minimum de 20% de bio dans les cantines et on en est à 6%. Donc ça impacte très directement des maires qui veulent respecter Egalim et ça impacte directement des agriculteurs qui sont privés ainsi de débouchés. Derrière chaque euro du FAB, donc c'est certainement moins de financement, mais c'est surtout des hommes, des femmes et des familles qui vont devoir remettre en question un choix de vie. Parce qu'on ne développe pas une gamme bio comme on développe un produit par opportunisme, c'est un choix de vie. La conversion prend 3 ans et d'ailleurs on a remarqué qu'il y avait peu de déconversion, le solde est encore positif, parce que quand on est en bio, on n'y renonce pas. Le Fonds Avenir Bio, il irrigue l'ensemble des PME du bio, mais derrière elles, il y a 61 000 fermes bio qui sont notre trésor national qu'on a patiemment constitué en les aidant à la conversion. Le bio n'est pas une fin en soi. Il est un moyen de limiter l'imprégnation de notre environnement par les pesticides synthétiques. Le problème, c'est que si on veut du bio dans les champs, il faut qu'il y en ait dans les assiettes des Français. Et là-dessus, on n'est pas très bon. En France, on mange 6% de bio, on consacre 6% de nos courses au bio, alors qu'on a plein de voisins européens qui y consacrent 12%. Donc on peut mieux faire. D'ailleurs, je souligne que la SNANC, qui est sortie, précisait qu'il fallait viser 12% de bio. Nous avions calibré notre campagne pour 15 millions sur 3 ans et nous apprenons donc qu'elle s'arrête au milieu du gué, ou plutôt à un tiers du gué, puisque nous n'avons plus les 2 prochaines années. Et pourtant, cette campagne est vitale. Elle répond à une attente forte des Français. Ça fait 25 ans qu'on les interroge pour le baromètre de la consommation de bio et les Français nous disent « Mais moi, je ne sais pas si le bio, c'est du marketing, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, j'ai besoin d'informations pour faire des choix éclairés de consommateurs. » Et surtout, on en a besoin parce que ça marche. À chaque fois qu'on a développé des campagnes avec les fonds que nous avons alloués le ministère, on a eu un effet sur les ventes et on a eu un effet sur la compréhension et la confiance de bio. La première fois, nous avons eu une dotation de Julien de Normandie de 500 000 euros. Nous sommes allés chercher 1,2 million de financement d'interprofession et nous avons eu un effet immédiat sur les ventes de 5% de chiffre d'affaires en plus là où la campagne était déployée. Ces chiffres ne sont pas les nôtres, ce sont ceux d'Interfel et du CNIEL avec lesquels nous collaborons. La deuxième vague, comme ça a marché, Marc Fesneau nous a donné 750 000 euros et nous avons levé 1,6 million de financement public-privé. Les régions ont rejoint l'équipe de France du bio. La Bretagne, l'Occitanie ont repris la campagne commune et les ont customisé avec du canard, du beurre. Et à chaque fois que nous exposons le grand public à la campagne, le taux de compréhension, le taux de confiance et l'envie de bio redémarre. Parce qu'en ce moment, le bio est classé en spam dans la
tête des gens qui sont saturés d'informations, et ça, nos baromètres le disent. Donc la campagne de 5 millions d'euros qui démarre aujourd'hui a remobilisé la grande distribution. Ils étaient en train de remettre des produits dans les rayons. Et la Fédération de commerce du détail, qui regroupe les enseignes généralistes comme Carrefour, etc., s'est dit choquée justement que la campagne soit tuée dans l'œuf avant même d'avoir produit des résultats. Pour vous donner un ordre d'idée, KFC, à chaque fois qu'ils ont un spot télé, le lendemain, ils ont 20% de chiffre d'affaires en plus. Donc on avait beaucoup d'espoir. Et pour conclure, en quelques mots, vous avez bien compris que la bio a tenu une place importante en France. On a deux solutions. Soit on retourne 15 ans en arrière, on supprime l'agence bio, on invisibilise la bio dans l'ensemble de l'administration française. C'est un choix possible. Ou alors, on rectifie le tir. On considère que la bio, c'est structurant pour nos territoires. On considère que la bio, c'est important pour l'économie française. Je rappelle que c'est l'agriculture biologique est à la deuxième position en Europe et qu'elle est en train de se faire doubler. Donc, c'est peut-être pas le moment. Et puis, tant que nous n'avons pas d'interprofession bio, l'agence bio est indispensable. À sa création, il y a eu un débat entre est-ce qu'on fait une interprofession, est-ce qu'on fait une agence. On a choisi l'agence à l'époque. Et je pense que c'est un élément qu'il faut aussi intégrer dans le débat. Merci de votre attention. Merci, mesdames, messieurs. Je vais passer la parole à madame le rapporteur. Oui, c'était une de mes questions, mais je vais directement la poser celle-ci. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas d'interprofession pour le bio ? Et est-ce que vous avez le sentiment que la question du bio est complètement éludée par les autres les organismes vous avez cité Interfel, mais il y en a d'autres qui existent déjà dans le domaine de l'agriculture et qui permettent de structurer des filières de production, la viande, les céréales, les légumes. Et pourquoi est-ce que finalement, eux ne sont pas le relais aussi de l'agriculture biologique ? Alors nous travaillons avec les différentes interprofessions. Il y en a, je crois, 70 en France. Enfin, il y en a beaucoup dans le vin. Dans toutes les filières, il y a une interprofession avec des financements dédiés. Dans certaines, il y a des commissions bio qui existent, qui fonctionnent différemment suivant les interpros. Très clairement, il y a des interpros volontaires sur la bio et d'autres qui ne le sont pas, ou très peu. Donc il faut qu'on fasse avec ce paysage-là. On travaille, Laure l'a peut-être dit tout à l'heure, en matière de communication. Quand nous avons des budgets de communication, les interpros souvent viennent abonder ce qu'on fait. Mais c'est des petits budgets. On n'est pas du tout dans les proportions de l'agriculture française. On est 10, vous prenez le nombre d'hectares, c'est 10%, le nombre d'agriculteurs, c'est 15%. On n'est pas du tout à 10 ou 15% des budgets de chacune des interpros. C'est un petit peu quand même ça le problème. Et je pense que c'est un débat qu'il faut ouvrir parce que l'agence, elle a servi quelque part, ce que je viens de vous dire, à sortir, à rendre visible la bio dans un monde agricole qui ne la rendait pas du tout visible. Elle a servi à ça. C'était la motivation principale de ses fondateurs. C'était ça l'objet. Et ça a bien marché. Ça a bien marché, ça a bien fonctionné. Et je pense qu'il faut, puisqu'on est là pour discuter des réaménagements que l'État pourrait envisager, je pense qu'il faut regarder ce dossier. Il est compliqué, je ne vous en le cache pas, parce que chacune des interpros a ses spécificités. Il y a des aspects financiers, il y a des aspects politiques derrière, évidemment. Donc il y a une vraie question avec je ne vais pas dire la difficulté, la spécificité plutôt que la bio est une activité transversale. C'est-à-dire que vous avez du lait bio, vous avez des céréales bio, vous avez des cochons bio, enfin bref, vous avez tout ça. Et donc, ça fonctionne de façon différente. On ne fonctionne pas en silo, on fonctionne d'une manière transversale. Mais je pense d'ailleurs, c'est peut-être un peu général ce que je vais dire, mais c'est un des handicaps de l'agriculture française aujourd'hui, où on sait qu'elle va être obligée de se transformer, c'est d'avoir des vues un peu qu'en silo. Il y a un moment, il faut regarder les choses un peu transversales. Parce que les silos, je veux dire, c'est des fois des vases communicants, donc si on est de l'un et pas... Enfin bon, bref, vous aurez compris le truc. Donc c'est vrai que c'est une réflexion, à mon avis, qu'il faut mener. Elle n'est pas facile, mais je pense qu'il ne faut pas reculer devant cette question. Si je peux vous permettre... Ça sera dans nos réponses, mais nous participons aux commissions bio des interpros, elles participent à nos commissions, nous échangeons des données
dans notre mission statistique. Nous communiquons conjointement, nous les avons embarqués dans l'équipe de France du bio pour justement drainer des budgets de communication spécifiques pour le bio, puisque les interpros nous disent, nous, on est là pour faire la promotion du lait, pas du lait bio ou du lait pas bio, on est là pour faire la promotion du lait et ça va bénéficier au lait bio. Sauf que depuis la crise du lait bio, et du bio en général, on sait qu'il faut une communication spécifique. Ce sont deux produits différents. Un lait bio et un lait pas bio n'ont pas le même prix, ils n'ont pas le même mode de production, donc ça s'explique. Donc, à produit spécifique, campagne spécifique. Ce sont des organismes qui sont assez hétérogènes dans leur budget. Ça peut aller de plusieurs dizaines de millions d'euros à quelques millions d'euros. Et nous avons des contributions financières, puisque nous avons reçu 90 000 euros d'Interfel, 77 000 euros d'Interbev, 50 000 euros du CNEL et 50 000 euros d'Intercéréales et Terre Univia. Voilà. Et tout à l'heure, vous reveniez aussi sur un point intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la législation, la réglementation prévoit un pourcentage minimum de bio dans la restauration collective. Donc normalement, le seul respect de la loi devrait permettre à la filière d'avoir des débouchés, sans avoir besoin du soutien public pour le faire. C'est-à-dire que quand j'entends, tout à l'heure vous dites, on retire la subvention, donc derrière, il ne va pas y avoir l'investissement privé, ça veut dire qu'en bout de la chaîne, il y a des endroits où on ne respectera pas la réglementation. Comme c'est déjà le cas, oui. Non, mais donc ça veut dire que c'est peut-être un autre problème à se poser, puisque finalement, vous venez de demander de la subvention pour permettre à un écosystème de continuer à produire, alors même que l'outil, on va dire, qui a été conçu, utilisé, pensé à un moment par le Parlement, est celui de fixer des objectifs de manière à pouvoir assurer un débouché naturel, ou au moins garanti à cette filière. Donc si on continue à subventionner, il faut peut-être aussi que nous, on agisse sur le levier déjà du respect de la loi et des objectifs. Après, on en revient toujours au même sujet, c'est-à-dire que là, on demande aux contribuables d'aller subventionner une consommation qui effectivement coûte plus cher, et c'est la même chose qu'on pourrait. Là, on parle du bio, mais on pourrait se poser la même question demain sur les filières industrielles françaises. Ça coûte plus cher, mais c'est plus durable. Et tant qu'on ne viendra pas mettre le coût carbone du produit textile fait en Chine, on n'y arrivera pas. Mais c'est pas tant de subventionner la filière industrielle française que d'aller, à mon avis, punir la filière qui n'externalise pas tous ces coûts négatifs. Donc en fait, quand je dis ça, vous allez peut-être à l'encontre de l'agriculture productiviste ou d'autres sujets, mais c'est peut-être aussi là où aujourd'hui, vous demandez de la subvention, où on devrait peut-être réorienter nos outils économiques sur un peu un principe de pollueur-payeur qui existe déjà dans d'autres champs de l'économie. Votre remarque est tout à fait juste. Alors, deux choses. D'une part, le fonds Avenir Bio permet de monter, comme vous dites, quand on dit fonds de structuration de filière, ça permet d'une part de faire les études qui sont afférentes à la mise en place de ces filières localement, autour d'un projet local entre les agriculteurs et les transformateurs, entre autres. Ensuite, ça permet également l'équipement. La deuxième chose, le fonds permet d'alimenter pas que la restauration collective. Ensuite, donc c'est nécessaire d'avoir ces fonds qui sont des subventions, des coups de pouce, ramenés au niveau des 13 milliards que représente l'agriculture biologique. On a 18 millions, on avait 18 millions, donc c'est quand même de l'incitation et on aura l'occasion de le développer, l'effet de levier qui a été évoqué tout à l'heure. La deuxième chose, c'est, vous le disiez, la loi Egalim est une loi d'intention. C'est-à-dire qu'on incite la commande publique, les collectivités à mettre 20% d'agriculture biologique dans leurs repas. Donc cette incitative, il faut peut-être qu'elle devienne plus prégnante. Mais il y a 2 ou 3 domaines où elle peut l'être. D'une part sur la commande publique, quand je pense à la commande publique, il y a les hôpitaux, il y a les prisons, il y a l'armée, etc.
L'armée est le meilleur élève dans ce domaine aujourd'hui en commande publique. Ensuite, vous avez les collectivités, les écoles, il y a des niveaux décisionnels différents et c'est très contrasté suivant les régions. La subvention, nous demandons le maintien au niveau de l'agence bio, à savoir que, et cette commande publique, c'est quand même 1,5 milliard qui est sous le pied, rien qu'en bio. Hein, donc c'est pas si c'était respecté, quoi. C'est vraiment sous le pied. Et après, effectivement, si vous avez des outils législatifs pour aller plus loin, c'est des choses progressivement, c'est des choses qui sont intéressantes à étudier. Je rajouterai que au niveau de l'agence bio, nous faisons tout notre possible et on a 3 à 4 collaborateurs qui travaillent justement pour la restauration collective et la restauration commerciale également, afin d'inciter, de faciliter les projets, de porter, je dirais, les explications et inciter sur le terrain et à faire fonctionner. On m'avait envoyé l'agence, parce qu'il me déplace beaucoup, à Toulouse notamment. À Toulouse, la ville de Toulouse a fait le nécessaire. Là, on va aller à Lyon. C'est pareil, il faut le nécessaire. Donc, la bio, tu peux peut-être le développer au niveau des collectivités. C'est pour ça que nous avons besoin aussi d'avoir des collaborateurs. On n'en a pas assez, bien sûr, mais en fait, c'est déjà pas mal. 4 collaborateurs qui facilitent et qui incitent les collectivités à faire le nécessaire pour rentrer dans la loi Egalim. Je me permettrai juste effectivement de compléter que vous avez tout à fait raison. Un marché, ça se pilote autant par l'offre que par la demande. Jusqu'ici, jusqu'à la crise du bio, on était focalisé sur le fait de construire une offre bio pour pas importer des produits bio. Donc, on a mis un coup de collier massif. Le problème, c'est que l'objectif de bio, il est libellé en hectares. On ne mange pas des grains. On a besoin de moulins, de farine, de silos à grains, de trieurs optiques. Le fonds Avenir Bio sert à ça. Parce que sinon, ce n'est pas possible de respecter les 20% d'Egalim si vous n'avez pas de pâtes bio à base du blé dur d'Île-de-France. Pour mettre en œuvre du bio dans les cantines, pour arriver à ce 1,5 milliard de commandes publiques qui ruissellerait sur nos agriculteurs bio, il faut un savoir-faire, il faut un accompagnement. Nous, à l'agence bio, on joue un rôle clé parce que, et les salariés qui sont d'ailleurs consacrés à ce sujet-là sont payés sur des fonds européens, je le précise, parce que la ministre a dit qu'elle allait nous aider à prendre des fonds européens, mais nous avons déjà des fonds européens et nous avons repostulé pour cela. Donc, nous avons mis en lumière les EHPAD, les hôpitaux, les cantines qui sont capables de mettre, pour le même prix moyen matière, en général c'est entre 1,80 € et 2,50 € de coût matière, puisque le prix total d'un repas c'est 10 €, et il y a à peu près un quart, le reste c'est salaire, capex, enfin les dépenses, quoi. On sait que les cantines qui mettent 60, 70%, 80%, même 100% de bio peuvent le faire à un budget équivalent. Pour ça, ça demande un accompagnement, ça demande un savoir-faire, notamment des formations. Le CAP cuisine, actuellement, le manuel ne mentionne même pas le mot bio. Il n'explique pas du tout comment on peut optimiser le coût matière et les menus sur une semaine pour pouvoir mettre plus de bio au menu. Donc, en l'état actuel, il est vital que l'on puisse être présent, notamment au Salon des maires, et là, notre participation est compromise, puisque nous n'avons plus le budget, pour pouvoir montrer que oui, c'est possible et faciliter l'échange entre pairs. Et à ce prix-là, de toute façon, un chef, il ne coûte que ses pairs. Donc, il n'y a pas mieux que de le mettre en présence d'un chef de cantine qui dit « oui, moi, dans mon GIE, je suis à 35% de bio et c'est de la bio locale. Parce que j'ai construit des partenariats, de la contractualisation avec les filières, parce que le Fonds Avenir Bio a financé l'usine de pâtes bio et je fais des coquillettes bio locales. » J'entends parfaitement, mais bon, en fait, la structuration de la filière locale et tout ça, construire un partenariat, on échappe à la commande publique. Donc, quand vous dites j'ai construit un partenariat, la collectivité qui achète, elle passe à un marché public. Il y en a quelques-unes qui font de la régie, celles-là ça marche, mais toutes les grandes qui sont en délégation de service public ou en marché, c'est pas elles qui construisent le partenariat, hein, c'est la grande entreprise qui réalise les repas. La régie, ça représente 2/3 de la restauration collective, et ensuite on est en lien avec Sodexo. Sodexo a 8% de bio en moyenne, ce qui est plus que la moyenne nationale, parce qu'ils ont justement créé des partenariats de long terme avec leurs mairies les plus engagées, ils ont un programme d'accompagnement de 44 000 PME pour pouvoir justement contractualiser. Non, mais je suis convaincue de tout ce que vous dites, mais c'est vrai qu'à un moment, on se poser la question de jusqu'où cette activité a besoin de rester dans un giron public et ne peut pas devenir une activité privée, puisqu'il existe quand même
une activité économique. Et le sujet est peut-être que justement l'agriculture non biologique est trop favorisée ou pas assez défavorisée par rapport aux externalités qu'elle génère. Et on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a sur nos étals des produits qui ont fait le tour du monde, qui sont produits avec plein de produits chimiques et qui coûtent 2 fois moins cher que le produit qui a fait 300 mètres parce qu'il est produit par le maraîcher qui est juste de l'autre côté. Donc, mais là, c'est un sujet qui va beaucoup plus loin que de parler de l'agence bio ou pas. C'est la structuration de notre marché alimentaire. J'aurais juste voulu revenir sur les agents, puisque donc combien il y a d'agents, combien il y a de personnes à l'agence bio, quels sont leurs statuts, est-ce que ce sont des fonctionnaires, est-ce que ce sont des contractuels? Vous nous avez dit que certains sont payés par des fonds européens, donc c'est-à-dire qu'ils sont sur un contrat, vous répondez à un appel d'offres, et si vous perdez l'appel d'offres, c'est-à-dire que ces personnes partent, voilà, un peu l'organisation. Et puis comme vous n'êtes pas non plus une très grosse structure, est-ce qu'en interne vous faites tout, c'est-à-dire les RH, la paye, ou est-ce que vous avez mutualisé certaines de ces fonctions, l'informatique, avec d'autres structures plus grosses? Oui, bonjour Madame la rapporteure. Sur la partie des effectifs, donc, nous avons un plafond d'emploi donc, qui est équivalent à 20 équivalents temps plein. Donc, nous exécutons l'intégralité de notre plafond d'emploi, en tout cas c'est ce qui est projeté à 2025. Nous avons 19 employés de droit privé sur les 20 et une fonctionnaire détachée, qui en l'occurrence est moi-même, sur contrat. Nous avons également des emplois hors plafond, donc, qui sont aussi, donc, qui font partie du global qui est voté chaque année en PLF. Et ils sont constitués donc d'un CDD qui effectivement est payé intégralement sur le programme européen et 2 alternants. Sur la partie des missions assurées par l'agence bio et des mutualisations, donc en termes de ressources humaines, sachant que nous partageons en fait la plus grosse mutualisation que nous ayons faite depuis 2020, c'est le déménagement dans les locaux de l'Arboreal que nous partageons donc avec France Agrimaire, l'INAO, l'ODEADOM, l'ASP et d'autres services publics extérieurs au champ agriculture, mais qui sont là pour pouvoir occuper les locaux. Donc nous avons déménagé fin 2020 dans ces locaux. Partageons donc avec eux la logistique et les charges, toutes les charges immobilières. Nous avons également en 2020 rejoint l'agence comptable mutualisée, donc, qui là concerne le France Agrimaire, l'INAO, l'ODEADOM et l'agence bio. Donc c'est toute la partie comptable en fait de nos actes budgétaires et comptables qui sont réalisés dans le cadre de cette agence. Pour ce qui est des ressources humaines, la mutualisation ne peut pas aller tellement au-delà de la paye, en fait, de la liquidation de la paye, puisque nous avons donc des contractuels de droit privé, ce qui n'est pas le cas chez les autres opérateurs. Donc effectivement, cette petite taille, ça impose aussi d'avoir recours à des prestataires extérieurs, ce qui est le cas en fait pour le calcul de la paye chaque mois. Et pour ce qui est des infrastructures, donc nous avons une infrastructure spécifique puisque nous avions un système lorsque nous étions à l'extérieur des locaux de l'Arboreal qui était spécifique avec des outils particuliers, des serveurs, puisque nous avons un système d'information qui est un outil important puisque c'est ce qui permet d'offrir en fait au grand public à la fois l'annuaire de tous les opérateurs bio français et puis toutes les données sur le bio, que ce soit en production ou en consommation. Donc nous avons des infrastructures spécifiques que nous ne pouvons pas mutualiser à ce stade avec les autres opérateurs. Voilà, page 23 de notre... C'est ça. En revanche, nous travaillons beaucoup, pour finir sur ce sujet-là, en revanche, nous mettons à disposition des données, que ce soit à France Agrimaire, à l'INAO, pour des questions de contrôle. Donc nous partageons nos données. En fait, ça ne nous empêche pas d'avoir des collaborations et l'ouverture de nos données. D'ailleurs, les données sont en open data, donc ça n'est pas un frein en fait aux collaborations que nous pouvons avoir avec la recherche ou les autres opérateurs publics. Vous venez justement de citer France Agrimaire.
qu'est-ce qui empêche que demain, en fait, vous soyez une direction de France Agrimaire et que dans les missions de France Agrimaire, il y ait spécifiquement promouvoir la politique du bio à l'échelon national? Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on a sorti la bio en 2001, c'est bien parce qu'on avait besoin de la rendre visible. Alors, les gens de France Agrimaire, on travaille avec, on les connaît bien, mais nous ne sommes pas assez grands. J'ai envie de dire, cette question, elle se pose quand on sera 20% ou 25% de bio, qu'on aura notre place partout. L'agence bio n'aura plus aucune raison d'exister, très clairement. Mais c'est un outil pour rendre visible. Alors effectivement, on peut envisager de mettre cette partie-là à France Agrimaire avec quelques salariés, alors dédiés ou pas. On pourrait évidemment le faire comme ça. On pourrait mettre une autre partie ailleurs, puis une autre partie ailleurs. On peut faire comme ça, l'agence, si on veut la supprimer. Il n'y aura plus de cohérence d'ensemble. Et il n'y aura plus un élément qu'on n'a pas cité jusqu'à présent, mais qui est extrêmement important, c'est le consensus autour de l'agence. C'est-à-dire l'agence, elle est fédératrice de tout ce qui se fait en bio. Quand vous regardez le conseil d'administration de l'agence, c'est 7 familles différentes. C'est mettre autour de la table, je vais prendre le cas agricole que je connais bien, la FNSEA en même temps que la FNAB, donc des choses qui sont plutôt opposées politiquement, je vais le dire comme ça, mais qui travaillent là en commun, dans le même objet, dans le même sujet, et qui sont capables de s'entendre. Dans ce pays où on est en train de cliver tout le monde, on a des outils qui fonctionnent de consensus, et c'est comme ça que ça marche, de consensus au sein de l'agence bio. On discute avec la grande distribution, je vais vous dire, nous agriculteurs, on n'est pas toujours très satisfaits de ce que fait Carrefour ou de ce que font d'autres, n'empêche que si on siège ensemble à l'agence bio. Cet élément-là, il est central, et c'est pour ça que l'agence, elle a été créée pour ça. Et je pense que la France s'est dotée en matière de développement de la bio d'un outil important parce qu'elle permet à tout le monde de parler de la même voix pour développer la bio. Ça, c'est quand même... Vous l'avez bien vu. Vous l'avez vu au mois de janvier quand malheureusement, voilà, vous l'avez tous vu, vous avez vu que le soutien à l'agence bio était bien au-delà du monde de la bio. Et c'est pas pour rien. C'est parce c'est consensuel. Je pense que cet élément, il est central. Il faut vraiment en avoir... Et moi, je vous répète, encore une fois, quand nous serons 20 ou 25%, effectivement, ces questions-là vont se poser. Et pour le coup, on pourra faire autrement. Oui, on l'a bien vu. Si on devait faire le bilan numérique de tous les mails qu'on a reçus, je pense que... tout à l'heure, vous avez donné un chiffre intéressant. Vous avez parlé de 13 milliards pour le bio en global. Et donc, on voit bien que le budget de l'agence, c'est très peu par rapport à ces 13 milliards. Donc, comment est-ce que l'agence... C'est 0,0002%. Voilà. Mais comment l'agence s'intègre dans cet écosystème qui fait passer 13 milliards ? Et est-ce qu'il n'y aurait pas à ce moment-là... est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ces 13 milliards, par qui sont distribués, comment ils sont, et vous, à côté, est-ce qu'il ne faudrait pas soit vous donner plus de puissance et de réagréger des choses qui sont un peu disparates et qui font justement transiter ces 13 milliards ? Alors, effectivement, donc c'est 12 milliards, en fait, malheureusement. 12, et je me permets justement effectivement de rebondir sur la proportionnalité de nos moyens. Notre rôle de fabrique de consensus est reconnu. Si je prends l'exemple du Danemark, où ils sont 6 millions, mais c'est les champions de la consommation de bio, ils ont un objectif de 100% bio dans les cantines, etc. Ils sont 6 millions, ils ont une agence bio, Organique Danemark, qui est indépendante du ministère de l'Agriculture et de leur organisme statistique, qui a en budget de fonctionnement 12 millions. Le nôtre vient de passer à 2,5. Donc, c'est bien la preuve qu'une politique publique, ça s'accompagne. Pour revenir sur les 12 milliards. Les 12 milliards, on est justement les seuls à agréger les données des 7 débouchés. Ce marché de 12 milliards, il repose sur... une partie, c'est des exportations, essentiellement du vin, mais c'est à 92% du bio consommé à la maison. Pour 8% des débouchés, c'est le bio consommé dans les cantines et les restaurants. Ce qui est très problématique, c'est déséquilibré, parce que autant ça a été indolore quand les restaurants ont fermé pendant le Covid pour les bio, ça a même été une période faste, autant ça a été dramatique quand les restaurants ont réouvert et que plus personne ne voulait cuisiner à la maison. Ce déséquilibre, il est très net, puisque dans l'alimentation lambda, c'est plutôt 2 tiers à la maison, 1 tiers à l'extérieur. À l'intérieur des 92% de la consommation à domicile, où nous ne mangeons que 6% de nos courses en France, on ne consacre que 6 € sur 100 au bio, la moitié des ventes se fait par la grande distribution.
D'où le violent coup d'arrêt qu'a mis le déréférencement. Mais le bio est très spécifique encore là-dessus, puisque autant le non-bio, c'est l'autoroute, c'est à 80% distribué, 70% par la grande distribution, autant nous, ce n'est que la moitié, parce qu'il y a le circuit spécifique des magasins bio, 100% bio. Derrière eux, il y a des filières agricoles. Donc, c'est 2800 magasins qui font 28% du business. Et surtout, donc on a 8% aussi qui sont vendus via les artisans. La boule bio chez votre boulanger ou la saucisse de Morteau bio, c'est chez votre boucher, ça fait partie aussi des débouchés. Moins visibles, plus éclatés. Et en revanche, le local, tout le monde en parle, mais ceux qui le font, c'est le bio. Il y a 26 000 fermes bio qui vendent en direct. Ça représente 15% du business bio, des débouchés du bio, et avec des prix ultra compétitifs. Donc, actuellement, on est les seuls à remonter les données, et c'est pour ça que c'est tellement compliqué, parce qu'on doit agréger une cinquantaine de sources différentes. On recoupe ça avec les territoires. Pour revenir sur votre question sur comment est-ce qu'on est lié avec les territoires, bien, on pilote nationalement tous les observatoires régionaux d'agriculture biologique. On a le réseau des correspondants des ORAB, ça s'appelle les ORAB. On a surtout dans 8 régions sur 13, on a des interbio. C'est un peu nos homologues, elles sont dotées à peu près de missions similaires aux nôtres, avec lesquelles nous correspondons étroitement. Et d'ailleurs, quand il n'y a pas d'interbio, c'est un peu des zones blanches où on a du mal à envoyer, par exemple, on a beaucoup de demandes de journalistes qui affluent chez nous, où ils nous disent oui, je cherche une ferme en polyculture, élevage, il faudrait que ce soit ça et ça. Et quand on trouve en général dans les zones où il y a des interbios, parce que ce sont des relais de terrain. On travaille très étroitement avec eux. Et d'ailleurs, on a même partagé nos budgets communication avec eux, puisqu'on a doté toutes les régions de 50 000 € pour qu'elles puissent reprendre les slogans communs et puis qu'il y ait une caisse de résonance locale. Donc, effectivement, on pourrait tout à fait imaginer que l'agence bio serait fongible dans la France agrimaire une fois que l'État français a lui-même atteint les objectifs qu'il s'est fixés. Et actuellement, on veut 21% de bio, c'est dans la dernière loi d'orientation agricole, dans les champs à horizon 2030, et on en est à 10%. On recule cette année et on est à contresens sur la tendance européenne puisque tout le monde progresse. Et comme vous le disait Philippe, on est désormais sur la 2e marche du podium des surfaces cultivées en Europe alors qu'on était les premiers. On aurait dû le claironner. Et l'Espagne, qui a une politique beaucoup plus volontariste de développement du bio, a désormais 3 millions d'hectares et s'en félicite. C'est absolument ravi de nous avoir damé le pion. Mais nous restons le premier vignoble bio mondial. Et une structuration, parce que là, on voit bien qu'on est quand même dans l'orientation, la stratégie d'un portage de politique publique. Donc pourquoi est-ce que ce n'est pas finalement le ministère qui le fait ? Je mets entre parenthèses le statut de GIP. Moi, je parle pour l'instant de la politique en tant que telle. Après, il y a la question de l'organisation et tout ça. Mais j'entends, en fait, vous avez voulu créer quelque chose qui s'appelle Agence Bio pour exposer le bio, en fait. C'est la raison qui a fait qu'on a créé une structure petite, en fait. Parce qu'au moment de sa naissance, je ne sais pas comment évoluer les effectifs de l'agence. Alors, oui, j'étais un des co-signataires, justement, à Rambouillet, donc, dans les Yvelines, en 2001, où, au départ, on était 3 organisations professionnelles, enfin, 3 structures professionnelles, et puis, petit à petit, nous a rejoint la coopération agricole, les interpros régionales qui étaient évoquées, les interpros bio régionales et également la grande distribution, la FCD, et la distribution spécialisée bio. Donc, si vous voulez, on a là, à aujourd'hui, on a, je dirais, depuis le champ jusqu'à la distribution, agglutiné, si vous voulez, des gens qui prennent des décisions avec la même vision de développement de l'agriculture biologique. Alors au départ, le statut du GIP, bon après il y a peut-être des moments où il se crée peut-être plus de GIP qu'au jour d'aujourd'hui. Le statut du GIP présenté, ça avait été conçu au départ en préambule, et c'est dans les avant-propos de la Constitution à l'époque, de la constitution d'une interpro bio. Bon, voilà, ça ne s'est pas fait, ça se fera peut-être. Et pourquoi le GIP ? Parce que c'était, je dirais, un statut qui permettait une évolution. C'est-à-dire évolution assez facile, à la fois dans le tour de table, dans les financements, dans les nouveaux venus. C'est très souple comme fonctionnement. Et c'est un peu ça, je pense, qui avait motivé le ministère, puisqu'on l'a fait nous quand même à l'époque. C'était, pour vous dire que c'est vraiment tout courant, c'était, je crois, M. Glavany qui avait mis, et avec quelqu'un qui avait été missionné, je pense que c'était la mission RICOA à l'époque, qui avait été missionné par l'autre
je dirais, couleur politique quelque temps avant. Donc pour dire qu'il y a un continuum des différents ministres, quelle que soit la couleur politique et quelle que soit l'option. Et à l'époque, donc, ils avaient choisi le GIP parce que justement, ça donnait beaucoup de souplesse dans l'évolution. Alors pourquoi ne pas le réintégrer au ministère? L'objectif serait certainement de faire, puisque c'est quand même l'objet du moment, des économies. Aujourd'hui, il y a 20 collaborateurs. Si on veut garder les mêmes missions, et c'est ce qui a été affirmé par Madame la ministre de l'Agriculture, si on veut garder les mêmes missions que je citais tout à l'heure, les 3 missions de l'agence, si on veut les garder, il faut bien qu'il y ait des gens qui le fassent. Aujourd'hui, moi je veux dire, en tant que chef d'entreprise, je vois comment fonctionne l'agence bio. Aujourd'hui, heureusement qu'ils ont comme on dit, la foi du charbonnier chevillée au corps, et je le constate d'autant plus que depuis l'amendement Juvel, l'amendement Duplon et les dernières annonces, on garde une motivation extrêmement puissante, et je peux dire que voilà, il faut vraiment y croire, et là on a une efficience de l'agence qui est très forte. Donc je me redis, je me répète, mais si on arrête de le faire dans la structure ad hoc qu'est l'agence bio, il faudrait bien transférer les effectifs. Ou alors on dit on coupe dans les missions, ce qui, je crois, n'est pas à l'ordre du jour. Donc l'économie ne serait pas là. Nous sommes en relation très étroite avec le ministère. C'est-à-dire que nous faisons des points bimensuels avec l'équipe qui assure notre tutelle, qui s'appelle la DGPE, la Direction Générale de la Performance des Entreprises, et qui assure aussi la tutelle de l'INAO et de France Agrimaire, et qui nous fait signer à chacun des contrats d'objectifs et de performance, et joue un rôle de chef d'orchestre en s'assurant que tout le monde joue sa partition sans doublon. Donc on n'est pas une agence hors sol, on est une agence où on fait un travail sur lequel on est étroitement monitoré. Donc, et on partage beaucoup l'information, si près que la DGPE, par exemple, n'avait pas été au courant de notre suppression en janvier. Juste peut-être, parce que vous parliez de la tutelle un peu des GPE, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir aussi une caisse de résonance ou un soutien, un appui au niveau des DRAF et de leur structure départementale? Les DRAF, je veux dire, on les associe. On parlait tout à l'heure du Fonds Avenir Bio. Le Fonds Avenir Bio a une structure qui est extrêmement fine et qui est, à mon avis, unique, à ma connaissance, au niveau du ministère de l'Agriculture. À savoir que chaque fois qu'il y a une entreprise, un porteur de projet qui présente une demande d'aide, autour de la table, on réunit un comité consultatif, puisque c'est l'équipe in fine qui décide au travers de critères financiers, entre autres, et de recevabilité. Où il y a justement les DRAF, il y a les interpros filières, c'est-à-dire quand on a un dossier laid, on invite les gens de l'interpro. Il y a également les gens des organisations de commerce équitable, puisqu'on essaie de regarder la juste rémunération des agriculteurs. Et on a et également on associe les banquiers, parce que le Fonds Avenir Bio, c'était dit tout à l'heure, a un effet de levier puissant, en ce sens que chaque fois qu'un euro est mis par l'agence bio sur un projet, un investissement, en général, ça permet, suivant les dossiers, de lever 3 à 4 euros, soit en private equity, soit au niveau des associés, soit au niveau de la région, tous les financeurs habituels. Donc, cette spécificité avec les territoires est forte. C'était dit tout à l'heure au niveau de la communication, où nous avons mis l'année dernière pour favoriser justement l'éclosion et les actions communes en faveur de l'Interpro au niveau régional. Et également, nous avons un biobus, Biotour, qui sillonne, l'année dernière qui le sillonnait. Encore cette année, on a eu le financement, l'année prochaine, quid, un biobus qui va dans les grandes régions et qui permet, à l'occasion de cette pause, de faire venir les écoles, de faire venir les différents acteurs de l'organisation bio locale. Et nous avons également créé des ambassadeurs. Il y a 37, je le rappelle tout à l'heure, il y a plus de 30 bénévoles aujourd'hui qui sont les ambassadeurs. Donc, si vous voulez, nous essaimons à la fois par rapport aux structures du ministère de l'Agriculture. Il est évident qu'ils sont consultés chaque fois qu'il y a des dossiers, et également, au-delà de ça, au niveau des structures privées, au niveau des structures associatives. Donc, on a vraiment ce rôle de chef d'orchestre, de rayonnement et de lever des engagements et du bénévolat également. Ghislaine ? Oui, merci pour toutes ces précisions. Moi, du coup, j'ai été, pour préparer cette audition, justement, consulter le contrat d'objectifs et de performance qui a été signé en février dernier, février 2024, signé par le ministre de l'époque,
qui me semble être de la même tendance que notre président de la République, donc sur lequel il devrait y avoir une continuité, de Marc Fesneau. Moi, je pense que vous avez parfaitement justifié et à la fois le rôle du bio, son impact aujourd'hui sur le quotidien de nos concitoyens, mais également sur le devenir et sur les économies à venir au travers de l'impact que peut faire aujourd'hui l'utilisation de modes d'agriculture qui oblige en fait à traiter ensuite particulièrement la question de l'eau, la question de la pollution de l'air, etc., etc. Mais on voit bien que nous sommes ici, nous, dans le cadre de cette commission, et à la fois à essayer de trouver des économies, rationaliser, mais on s'est vite rendu compte que la réalité, c'était que si on voulait faire vraiment des économies, c'était sur les politiques publiques qu'il fallait taper. En fait, ce n'était pas tant sur les frais de structure, on fera quelques économies, effectivement, mais c'est sur les politiques publiques. Et la décision qui a été prise la semaine dernière, sur lequel on peut effectivement se dire que le timing est un peu mauvais au moment où vous lancez cette action forte de communication presse, au moment où on fait le label, les 40 ans du label AB Bio, ou alors c'est malencontreux, ou alors c'est fait exprès, mais en tout cas, on a quand même, malgré tout, franchement, une question de calendrier ça pose réellement un problème. La politique publique aujourd'hui, c'est une décision politique. Je veux dire, en gros, on a aujourd'hui une ministre qui décide de tuer le bio. On a des engagements européens très forts. On a des engagements nationaux très forts. On sait aujourd'hui qu'il y a eu une accélération, un coup d'arrêt, pas directement lié par ailleurs aux agriculteurs eux-mêmes, puisqu'il y avait un engagement. Mais il y a eu un coup de frein sur les marchés, et notamment pour cause de déréférencement, des référencements. Et que, en l'occurrence, on a aujourd'hui un choix politique, finalement, de se dédire de son contrat d'objectifs et de performance, qui a été signé il y a à peine un an. Et moi, je pose la question, est-ce que nous aussi, dans le cadre de cette audition, nous ne sommes pas garants de la longévité des politiques publiques, ou en tout cas la continuité de l'État? C'est réel, c'est une vraie question. On ne peut pas, de manière très claire, exprimer que l'un des leviers le plus important pour pouvoir développer les produits bio, c'est la communication, d'affecter 5 millions sur 3 ans par an, donc 15 millions pour pouvoir faire la promotion de cette filière. C'est écrit noir sur blanc sur ce contrat qui a été signé l'année dernière par le ministre de l'Agriculture, sur lequel on dit, et en plus, il faut, pour déployer cette campagne, on va consolider les filières agroalimentaires et donc on va remettre 5 millions à compter de 2024 pour 3 ans au titre de la planification écologique. Je veux dire, c'est clair, c'est écrit ici, pour que tout d'un coup, un an après, on dise non, mais enfin, ça coûte trop cher et on arrête tout. On voit bien que la réalité, c'est que dans vos structures, et c'est une de mes questions, moi j'aimerais savoir exactement combien est le coût, les charges d'exploitation, le coût de la structure elle-même, en dehors des frais de communication qui promeut le bio, mais quel est le coût réel de la structure, c'est-à-dire que si on devait réellement se dire allons-y, supprimons l'agence bio, et non pas la fusion, mais supprimons combien ça ferait réellement d'économies par an. J'aimerais aussi savoir la part des fonds européens qui financent en fait ces coûts de structure et qui donc minimiserait encore le coût réel de cette agence. Ce que moi je voudrais mesurer, c'est tout ce travail qui a été fait, c'est-à-dire qu'il y a un travail de fond qui est fait avec vous, avec les partenaires, enfin avec les ministères. J'aimerais savoir combien de temps on met à faire un tel document, un contrat d'objectifs et de performance. Combien de temps on le met, combien ça coûte, si vous avez une évaluation, je ne suis pas certaine, mais en tout cas, on pourrait le demander au secrétariat général, combien chaque fois que, lorsque la tutelle produit un tel document, combien ça coûte, et peut-être que nous aurions les éléments objectifs et factuels pour dans notre décision et nos avis, dire si oui ou non il est tout à fait rentable, efficace de supprimer ou de fusionner l'agence bio telle que la ministre le propose.
Je vais laisser la parole à Laurence, qui est la spécialiste des chiffres, qui va vous répondre. Mais quand même, au titre professionnel, nous, on siège bénévolement à l'agence. Hein, je le rappelle. Le président, il touche 600 € d'indemnité. Ah oui, il faut... Non, mais pour être exhaustif, on a juré. Il faut absolument dire... Non, mais c'est... voilà. Bon. Il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent autour de l'agence bio. On ne l'a pas évoqué, mais dans son fonctionnement, il y a plusieurs commissions. Et justement, dans toutes ces commissions, siègent essentiellement des professionnels et beaucoup d'agriculteurs, mais pas que. Il y a des gens de la transformation, des gens de la distribution également qui siègent. Donc les groupes de travail, les commissions de travail produisent aussi et permettent de faire repartir également de l'information et de l'incitation dans les territoires. Sur les coûts de structure, on évalue en fait le fonctionnement courant, l'immobilier et les frais de salaire et de personnel à 2,3 millions voilà, annuels. Et sur le coût, sur le coût du contrat d'objectif et de performance, enfin, je sais qu'on a commencé à travailler en mai 2023 pour une signature en février 2024, mais on n'a pas fait l'évaluation à ce stade. On va compter le nombre de participants multiplié par le nombre d'heures de réunion. Pour les programmes européens, là, par exemple, nous avons redéposé une demande pour continuer notre programme européen qui entame sa 3e année et qui cartonne auprès des chefs, puisque c'est pour développer le bio en restauration, parce qu'il n'y a qu'1% de bio dans les restaurants de France. C'est quand même dommage. Et il faut le cofinancer à hauteur de 30%. Or, on est même plus sûr, si on est lauréat, on est même sûr de ne pas pouvoir cofinancer. Et donc, c'est 2 millions d'euros, 2,1 millions d'euros qui nous échappent de financement européen. Et c'est la même logique qui prévaut, par exemple, le Biotour, ce bus qui fait la tournée des plages un peu à la Jamie Gourmaud, c'est pas sorcier, pour expliquer le bio au grand public, qui s'arrête partout dans les provinces françaises. Eh bien, nous émargeons au fonds Ecophyto. Pour obtenir ces 400 000 euros, il nous faut trouver un quart de cette somme, donc 100 000 euros. Là encore, on ne sait pas, enfin, notre crédit, surtout qu'on a été informé, donc en fin mai, nos frais, notre budget nous condamne à ponctionner notre trésorerie de l'an prochain. Donc nous avons un an d'espérance de vie devant nous, mais après... De coup de Béotienne, ces fonds que vous obtenez, c'est parce que vous êtes en agence. Si vous étiez dans le ministère, est-ce que les ministères peuvent obtenir des financements en direct quand on est c'est juste une... Ce sont surtout les interpros qui gèrent le fonds. C'est les interpros qui gèrent. Ouais, c'est-à-dire qui gère le fonds. Si le ministère de l'Agriculture a sa propre structure pour mettre en place, est-ce qu'elle peut solliciter les fonds européens? On pourra vérifier. Oui, en fait, voilà, c'est juste une question que... Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la conditionnalité des fonds qu'on va chercher à l'extérieur, c'est vous parliez des interpros. Les interpros, aujourd'hui, métiers, d'une certaine façon, on fait un service, c'est-à-dire qu'on leur fournit, on co-construit bien sûr avec eux, et on leur fournit les outils qui reprennent en termes visuels, en termes audio, en termes télé, pour ceux qui sont les plus au niveau local. Et de même pour les interpros bio-régionales. Donc tous ces gens-là, ils nous donnent des sous à condition qu'on leur fournisse un service. Hein. C'était rappelé pour le fonds Ecophyto, c'était rappelé pour les fonds européens. Je l'ai rappelé pour le fonds Avenir Bio, c'est-à-dire le tissu économique aujourd'hui qui va chercher 3 € quand l'agence bio sur le fonds Avenir Bio met 1 €. Aujourd'hui, l'agence bio est considérée, moi je siège dans notre comité, notamment d'investissement, rien à voir avec l'agence. Il est évident que l'expertise, le tampon de l'agence bio, quand elle met 1 € sur un dossier, c'est vraiment une recommandation, à tel point que ça permet, je me répète, aux porteurs de projets, aux entreprises d'aller lever 3 à 4 € à l'extérieur. De même pour la communication, quand l'agence met 1 000 € en achat d'espace, ça lui permet d'être relayé par les interpros, ça lui permet d'être relayé par la presse, de telle façon que, globalement, si vous voulez, nous sommes
la poutre un peu de l'échafaudage qui aide complètement l'écosystème. Et l'écosystème de la bio en France a été construit depuis un quart de siècle de cette façon-là. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on le supprime ou on le met dans un relationnel différent, parce que si c'est, admettons que ce soit absorbé, comme c'était hypothèse d'école, hein, je l'entends comme ça de la part de Madame la rapporteure, si c'était absorbé, ça crée un séisme, et là je suis aussi, c'est le chef d'entreprise qui parle, les gens, on les blackboule pas comme ça. Ils sont dans des statuts totalement différents. Tout d'un coup, ils sont sur un projet différent. Ils sont au milieu de gens qui ne sont pas du matin au soir à penser bio, à aller vers l'objectif bio et la mission bio, qui est celle que nous a fixée le ministère. Donc, il y aurait des secousses et des conséquences extrêmement importantes au niveau de notre écosystème global de l'agriculture biologique en France et de son développement. Et qui nous empêcherait d'atteindre le nouvel objectif qu'on s'est fixé tout récemment dans le cadre de la LOA. Enfin, ce serait totalement antinomique. Ce qui est intéressant, je regarde la structure de votre budget, c'est que vous êtes un GIP, mais en fait, toutes vos recettes sont publiques, hein. C'est tout le ministère de l'Agriculture ou le ministère de la Transition écologique. Et finalement, les ressources propres, contributions interprofessionnelles et familles professionnelles, c'est 0,4 millions sur les quasi 28 millions de la photo qui est page 37. Donc on peut encore s'interroger même sur le modèle de GIP. De la cotisation. Voilà, à vous de... Mais aujourd'hui... de GIP, vous avez le nom, mais pas, la structure budgétaire n'en prend pas vraiment la forme. Il y a une chose quand même, c'est que toute transition, on est quand même là, on parle des grandes transitions dans différents univers. On est sur la transition alimentaire et agricole. Il est évident que l'agriculture biologique est vraiment le fer de lance de cette transition agricole et alimentaire. Donc toute transition est accompagnée par une politique publique, qu'elle soit d'ordre financier ou d'autres types d'avantages. Et le fait de l'intervention de l'agence bio et de son rôle est un des outils de la politique publique pour accompagner et favoriser la transition à la fois dans les champs, à la fois dans les outils de transformation et à la fois sur les tables. Donc tout dépend comment on met, après c'est le cœur du débat, quoi. Comment on fait par rapport à tout ça. Alors, on n'est pas, je pense qu'aujourd'hui tout va tellement vite, on est tellement dans la lessiveuse, dans le chamboule tout, que c'est vrai que c'est un questionnement qu'on peut avoir, mais il ne faut pas le faire dans la précipitation, il ne faut pas le faire d'une façon abrupte, en coupant tout, parce qu'on n'a même pas les moyens de mener une réflexion par rapport à tout ça. On a légèrement dépassé, mais ça valait le coup, évidemment. Écoutez, je pense que si on a fait le tour des questions et des interventions, on va vous remercier pour le temps que vous avez consacré à cette commission d'enquête. Merci pour vos réponses, pour vos contributions, pour être venu avec le rapport d'activité en direct cet après-midi avec nous. Peut-être avec votre micro, ce sera plus simple. C'est le livre que nous distribuons aujourd'hui parce que 40 portraiturés de tout horizon, de tout âge, des grosses fermes, des petites fermes, des transformateurs, des distributeurs qui sont portraiturés pour montrer que le bio, c'est avant tout un secteur avec des hommes et des femmes, puisque ce n'est que 10% des surfaces, mais c'est 15% des fermes. Et donc, on va aussi vous le laisser, parce que peut-être que ce sera vintage si vraiment l'agence disparaît. Très bien, merci beaucoup. Si vous me permettez juste oui. deux mots, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, je dirais deux mots. L'agriculture biologique, comme toute agriculture, s'inscrit sur le temps long. Il s'agit quand même de mutations très fortes et de transitions. Elle est porteuse de beaucoup d'aménités. Le terme consacré, on l'a évoqué un peu pour les captages, mais dans d'autres domaines également. Et puis au niveau de l'agence bio, c'est vraiment la formation du consensus et puis elle est transpartisane, c'est-à-dire qu'on le voit au fil du quart de siècle, tous les ministres ont consolidé, ont conforté, avec plus ou moins d'accélération, mais ont toujours conforté son action et ses moyens à la fois de rayonnement et de fonctionnement.
En tous les cas, on vous remercie de nous avoir donné l'occasion d'expliciter nos missions. On l'apprécie d'autant plus dans le contexte actuel qui se déroule pour nous depuis 6 mois. Et c'est vrai que nous espérons, je peux émettre ce souhait, que vous êtes nos avocats. Et on se rend bien compte que c'est aussi l'engagement de parfois toute une vie. Donc merci de nous avoir fait partager cette vision et votre engagement. Merci beaucoup, mesdames, messieurs.